Je vais vous résumer ce livre, le grand livre de la diversification menée par l'enfant. Écrit par Christine Zalensky, qui est docteur en biologie, consultante et animatrice de formation en alimentation infantile pour les parents et les professionnels. Il a été écrit en juillet 2020 et il fait 208 pages. Nous allons voir la table des matières qui du coup est très complète pour préciser d'abord quelle est cette diversification menée par l'enfant. Bien aborder l'enfant et ses capacités, le fait de savoir quand on pourra débuter cette diversification, avec un âge limite, mais qui va dépendre de l'enfant, car chaque enfant est différent. Et c'est ce qu'on va voir dans ce livre, il n'y a pas de généralité qui s'applique à tous les enfants. À chacun de s'adapter en fonction du petit être qui est avec nous. Et on va pouvoir démarrer concrètement à partir de 6 mois, et voir en fonction des différents âges comment adapter tout ça. Et puis en dernière partie, des recettes, là encore adaptées aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Pour finir par des questions-réponses et des conclusions. Donc la DME, c'est une approche de diversification où le bébé découvre de nouveaux aliments seul, en toute autonomie, sous la bienveillance et l'écoute de ses parents. À savoir qu'il y a plusieurs siècles déjà, c'est ainsi que l'on menait la diversification alimentaire des enfants. Il y a 2 piliers de la DME. La curiosité et l'autonomie. En effet, c'est à travers la curiosité et l'expérience que les aliments seront appréhendés comme des objets de découverte avant d'être de la nourriture. Et l'enfant a besoin d'objets pour agir, ils sont comme un aliment pour son esprit, disait Maria Montessori. Et le deuxième pilier, c'est l'autonomie. En fonction de ses aptitudes de coordination, de préhension, de posture, il pourra porter lui-même à la bouche des aliments qui seront placés devant lui, ce qui lui permettra de développer sa motricité fine, sa coordination, œil, main, bouche, ainsi que sa mastication et sa déglutition. Et on insiste pour dire que c'est une démarche holistique. Avec la DME, on sort du cadre « j'alimente mon bébé » pour entrer dans une approche holistique où on laisse le bébé s'éveiller à son rythme au monde de l'alimentation, dans toutes ses dimensions nutritionnelles, sensorielles, affectives, sociales et psychomotrices, et j'en passe. Il y a un chapitre sur l'histoire où elle parle beaucoup de Gilles Raplet, qui a mené de nombreuses études sur le sujet et elle a repris beaucoup de ses études. Il y a 5 règles d'or pour la DME. Déjà, des aliments solides. On va proposer d'emblée à notre bébé des aliments solides sous forme de morceaux, mous, cuits en gros morceaux pour commencer, puis de plus en plus petits, mais non transformés en purée ou écrasés, à l'exception de tartinades sur un bout de pain. Deuxième règle, le bébé est acteur. On le laissera explorer la nourriture avec tous ses sens et en toute autonomie. Troisième règle, l'écoute de soi. Il gère seul les quantités en fonction de ses sensations de faim et de satiété. Quatrième règle, c'est un partage familial. Il participe au repas familial. Il sera dans une démarche de « j'imite, donc je suis ». Et enfin, cinquième règle, la bienveillance. On va apprendre à lâcher prise et à avoir confiance en les capacités du bébé, et notamment son réflexe nauséeux qui va le protéger des problèmes de fausse route. Il y a un aspect important à considérer, c'est qu'on est bien sûr centré sur le bébé, mais les effets ne seront pas que sur lui. On va aussi retrouver des parents au milieu de tout ça qui vont se retrouver plus heureux, qui potentiellement vont pouvoir gagner un peu de temps et d'argent, on va le voir par la suite. Tout ça par ce partage en famille, puisque du coup, le bébé, il est avec la famille, il n'est pas dans son coin ou en mangeant avant. Donc on va pouvoir faciliter son développement moteur et cérébral. On va pouvoir avoir une croissance plus harmonieuse de sa mâchoire, et ça c'est important, parce que les problèmes d'orthodontie, on sait très bien qu'ils sont devenus assez fréquents par les temps qui courent. On va pouvoir augmenter les sensations alimentaires du bébé, sa confiance en soi aussi, et à travers des plaisirs nouveaux, puisqu'il va avoir accès à beaucoup plus de choses que dans des repas un peu classiques. Bref, potentiellement une belle promesse pour tout le monde, et on va détailler ça. Elle nous parle de la coordination œil-main-bouche. Effectivement, elle doit pouvoir être déjà bien développée avant de pouvoir se lancer. Puis, point important, la mastication. En effet, la mastication et la déglutition ne sont pas innées et nécessitent un apprentissage. Et quoi de plus efficace que des aliments solides pour apprendre à bien mastiquer et à avaler. Elle active également la production de salive, nécessaire à la fois à la prédigestion et à la bonne déglutition du bol alimentaire. Et on pense souvent que les capacités masticatoires sont liées à l'apparition des dents, mais il n'en est rien.
Puis elle nous dit qu'il n'y a pas de risque de déficit nutritionnel. Le lait est toujours présent dans cette diversification alimentaire au fil des mois qui se déroulent. Alors par rapport au risque d'étouffement, puisqu'effectivement ça peut être une crainte de nombreux parents. Plus on propose tôt des morceaux au bébé en le laissant faire en toute autonomie, c'est-à-dire en le laissant les mettre seul à la bouche, plus le bébé parvient à gérer ces morceaux avec facilité. N'oublions pas qu'à la naissance, le bébé dispose d'un réflexe naturel et bien pratique, le réflexe d'extrusion. Dès que ses lèvres sont effleurées, il va sortir sa langue afin d'attraper facilement ce qui vient de le toucher, que ce soit le téton ou la tétine. Vers 6 mois, ce réflexe va peu à peu s'estomper pour permettre l'introduction dans la bouche d'aliments sans qu'ils soient repoussés par la langue. C'est alors un autre réflexe, lui aussi présent à la naissance, qui va petit à petit prendre le dessus. Il s'agit du réflexe nauséeux, un réflexe pharyngé ou spasme laryngé. C'est un réflexe de protection qui permet à l'organisme de rejeter les aliments ou les objets trop gros pour être ingérés. Et on sait très bien que le bébé porte énormément d'objets à la bouche, donc on ne fera ici que renforcer ses capacités. Et on le voit bien quand il est avec un hochet, une brosse de dentition ou une petite cuillère, il apprend à ne pas trop les enfoncer dans sa bouche, puisqu'ils seront automatiquement refoulés vers l'extérieur. Alors bien sûr, attention, dans de rares cas, il peut s'étouffer réellement, soit s'il est inconscient ou si ses lèvres deviennent bleues, eh bien il faudra appeler les urgences, et la suite des conseils renvoie à des conseils de secourisme. Donc à chacun aussi au passage d'aller vers cette démarche de se former en gestes de premier secours, utile pour tout le monde. Après, elle détaille les relations entre cette diversification menée par l'enfant et l'étouffement, voir ce qu'il a été fait au niveau des études. Différents travaux scientifiques portant sur le risque d'étouffement en diversification menée par l'enfant, comparés avec des diversifications alimentaires classiques. Elle nous parle d'expériences menées au Royaume-Uni sur plus de 1000 mamans, et cette étude n'a pas mis en évidence de différence en termes de risque d'étouffement. Et elle nous cite aussi d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas de différence flagrante entre les différentes méthodes. Voilà, maintenant elle nous rappelle que nous sommes le chef d'orchestre de la DME. Le bébé est aux commandes, certes, mais nous sommes le chef d'orchestre et c'est nous qui orientons les choses quand même. On est garant de la qualité des aliments. Bien sûr, produire ses fruits et ses légumes, avoir des poules serait l'idéal. Tout de suite après, on va se tourner vers des produits frais. Et ponctuellement, on pourra faire appel à des produits surgelés bio non cuisinés. Car bien sûr, on va cuisiner nous-mêmes les repas. Ici, un extrait d'un tableau où elle nous rappelle les différents aliments en fonction des saisons. Et au passage, un des objectifs sera aussi de transmettre notre culture culinaire. Et c'est un point très important. On va lui donner des aliments sûrs. C'est de notre responsabilité de proposer des aliments adaptés à son aptitude et d'éviter ceux propices à déclencher le réflexe pharyngé ou ceux qui sont à risque d'étouffement, comme par exemple les aliments durs et solides, très difficiles à mâcher, que ce soit des légumes crus, de la viande peu tendre, des oléagineux, ou encore des aliments de taille inadaptée, c'est-à-dire proches de la taille de la trachée, comme des raisins secs, des fruits séchés, des petits pois, les arêtes dans le poisson, les petits os dans la viande, des cerises ou des olives avec des noyaux. Et aussi des aliments croquants dont un gros morceau peut se détacher, comme la carotte ou la pomme. Il est par exemple préférable de proposer une pomme entière cuite. On évitera aussi les aliments de forme inadaptée, trop rondes par exemple, comme les raisins, les tomates cerises. On évitera toutes les textures collantes au palais, la laitue, les épinards, le chouquel, une banane trop mûre. On évite aussi les aliments contenant des grumeaux, pas toujours bien gérés, surtout au début de la DME, car le bébé risque de boire la préparation et non de la mâcher. Il conviendra donc d'amener en douceur les petits grumeaux dans la préparation du bébé. Et enfin, on évite les aliments solides mais juteux qui peuvent prêter à confusion pour le bébé, qui ne sait pas s'il doit boire le jus ou juste mâcher les morceaux. Dans nos responsabilités, on va aussi lui assurer un environnement sécurisé, un environnement calme. On sera à son écoute et on va le rassurer. On va respecter sa faim et sa satiété. On va forger son équilibre alimentaire et son palais. Et on va donner l'exemple. Ça veut dire qu'on va goûter à tout ce qu'il va pouvoir lui manger lui-même. Et on est son modèle en général, y compris notre comportement à table. Alors tout ça c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on débute la DME? Eh bien ça dépend. Est-ce que le bébé est prêt? Tous les bébés sont différents. On retrouve ici les 6 critères à remplir pour pouvoir débuter
C'est vrai qu'on estime qu'entre 4 et 6 mois, la maturité de son système digestif et celle de son système immunitaire sont suffisantes pour accepter d'autres aliments que le lait et mener à bien leur dégradation et l'assimilation de leurs nutriments. Cette affirmation vient du comité de nutrition de la Société française de pédiatrie. Mais les capacités posturales et motrices du bébé doivent également être prises en compte. 6 mois reste un âge simplement indicatif, et elle nous invite à ne pas nous laisser influencer par les idées reçues. Typiquement, mon bébé ne fait plus ses nuits, il se réveille la nuit, probablement parce qu'il a faim, son lait ne lui suffit plus. Pas forcément. Mon bébé a multiplié son poids de naissance par 2, il est plus grand, plus gros que la moyenne, donc il devrait pouvoir. Pas forcément. Donc dans tous les cas, on va temporiser, on ne va jamais forcer. Mais on ne va pas trop tarder non plus. Si la DME est commencée un peu tardivement, notre bébé n'aura pas eu le temps d'explorer les aliments, et cette phase d'exploration est l'essence même de la DME. Une petite mise en garde, dans certains cas, il est préférable de demander un avis professionnel de santé avant de débuter la DME, si par exemple le bébé est né prématurément, s'il présente des troubles de développement, s'il a une malformation orale ou une fente labio-palatine, si son frein lingual est plus court que la normale, ou s'il souffre de troubles gastriques par exemple. Et nous aussi, nous devons être prêts. Voici les 10 commandements du parent. Deuxième partie du livre, la DME pas à pas. Un petit chapitre sur le cuiseur vapeur, bien sûr un indispensable, y compris pour les adultes. Rappel essentiel avant de se lancer, chaque enfant est différent et les âges sont donnés à titre indicatif. Alors nous voilà à 6 mois et notre bébé fait ses premiers pas en DME. Déjà, il aura acquis ses capacités posturales, il pourra se tenir assis tout seul quelques minutes, il tiendra sa tête droite et peut la bouger de gauche à droite. Ses capacités visuelles aussi, il distingue de tout petits objets et il perçoit les distances. Quant à ses capacités de préhension, il est capable de saisir des gros objets avec son poing, il les ratisse avec sa paume et il peut les porter à la bouche. Il a acquis des capacités de mastication, il tète par réflexe, mais il est prêt à apprendre à mastiquer. Quant à son système digestif, eh bien il peut digérer d'autres aliments que le lait, il salive de plus en plus et son estomac a grossi. Et son système immunitaire aussi peut accepter d'autres aliments que le lait. Une étude menée à l'Institut Pasteur a mis en évidence que cette prolifération bactérienne lors de la diversification alimentaire engendrait une réaction immunitaire importante nommée réaction de sevrage. Et lors de cette réaction, des cellules immunitaires spécifiques sont impliquées et elles joueraient un rôle essentiel dans la prévention de certaines maladies auto-immunes et d'allergies. La diversification alimentaire serait donc une étape clé pour le développement du microbiote et du système immunitaire du bébé. Alors en pratique maintenant, comment cette DME va se dérouler ? Eh bien, ce sont déjà les capacités physiques du bébé qui vont guider sur la forme, la taille et la consistance des aliments à lui proposer. Voici une indication de la taille en fonction de l'âge pour les aliments que l'on va préparer. Pour la consistance des aliments, en sachant que le bébé ne peut pas ouvrir son poing, les aliments doivent être donc assez fermes pour qu'ils ne se transforment pas en bouillie dans sa main. Un exemple de tableau que l'on retrouve dans le livre, ici pour 6 mois, elle donne des indications sur les types d'aliments, taille, consistance, quantité, et une journée type. Et bien voilà, c'est parti pour les premiers repas en DME, et on n'oubliera pas qu'on va le laisser explorer librement. On arrive maintenant à l'âge de 7-8 mois, il est de plus en plus habile et il s'éveille au goût. Ses capacités posturales ont bien évolué, notre bébé se tient assis sans appui, il est bien droit. Il arrive à se pencher pour saisir un aliment et à se soulever de sa chaise avec ses bras. Ses capacités visuelles ont augmenté aussi, il voit en 3D. Sa préhension s'est encore améliorée, il peut saisir des objets entre son pouce et ses autres doigts, et il peut lâcher un objet en le passant d'une main à l'autre. Et les capacités de mastication se sont améliorées aussi, avec entre autres sa langue qui est plus habile et qui participe activement à la mastication, ainsi que ses gencives latérales qui peuvent écraser les aliments. On arrive sur un détail de la famille des aliments que l'on peut utiliser, où elle va proposer, avec un exemple dans ce tableau, différents détails sur les aliments que l'on va pouvoir apporter en DME. Il reste des aliments interdits à chaque étape, par exemple les viandes, les charcuteries, les poissons, les crustacés et fruits de mer crus. Là encore, on retrouve des exemples, des journées types, etc. Puis on passe au chapitre 9 à 12 mois avec notre bébé qui maîtrise. Donc là encore, elle va redétailler tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, adapté à cette tranche d'âge. Idem pour la tranche 12-15 mois, où on est presque comme papa-maman. Puis enfin la tranche 18-24 mois, où maintenant il est grand.
Là, elle détaille la période de la néophobie alimentaire, bien connue de beaucoup de monde. Il va pouvoir avoir peur de ce qui est nouveau, d'où l'intérêt de proposer beaucoup de choses dès le début, que ce soit des nouvelles couleurs, des nouvelles textures, des nouvelles saveurs ou des nouveaux modes de présentation. C'est une période qui peut durer jusqu'à un âge compris entre 3 et 6 ans et c'est normal. Par contre, elle va perturber la vie familiale. Et elle insiste pour dire que si on a suivi les conseils depuis le début, cette phase de néophobie alimentaire sera généralement moins marquée. Elle nous propose des réponses face au refus alimentaire. Bien sûr, on va avoir une phase d'éducation. Ce n'est pas parce que notre bébé refuse certains aliments qu'il faut abdiquer et abandonner son éducation alimentaire. N'oublions pas de montrer l'exemple. On va pouvoir aussi innover. Là, tout est permis. Et enfin, on va garder son calme. Troisième et dernière partie, les recettes et les menus. On va retrouver, détaillé par tranche d'âge, tout un tas de recettes, en commençant de 6 à 7 mois, avec par exemple ces bâtonnets de panais qui vont être cuits à la vapeur. Puis on passe aux recettes entre 7 et 8 mois, avec par exemple ici cette omelette au reblochon et champignons, dans des goûts déjà assez prononcés. Puis entre 9 et 12 mois, avec ici ma cuillère de céleri et pommes de terre. On remarque au passage que dans ces recettes, il y a très peu d'ingrédients différents. On évite les mélanges de manière à séparer les goûts aussi et faciliter la digestion. Voici un exemple qu'on peut retrouver pour chaque tranche d'âge, ici de 12 à 18 mois, les clés de l'équilibre alimentaire. Puis on passe aux recettes pour les plus de 18 mois, avec cet exemple d'haricots rouges au poireau. Dernière partie sur les questions-réponses, elle aborde différentes questions. Une question importante sur la DME et son augmentation potentielle d'énergie alimentaire. À savoir que les recommandations actuelles concernant les allergies ne sont plus à l'évitement, mais à l'introduction des aliments qui font courir un risque d'allergie dès le début de la diversification alimentaire, même en cas d'antécédents familiaux. Seule précaution à prendre, ne pas proposer 2 aliments potentiellement allergisants en même temps, en vertu de la règle un aliment nouveau à la fois. Pour vous rassurer, vous pouvez proposer dans un premier temps l'aliment allergisant en petite quantité et cuit, car de nombreuses protéines responsables des allergies sont détruites à la cuisson. Si tout se passe bien, on n'hésitera pas à proposer l'aliment régulièrement et en présence de symptômes évocateurs d'une allergie alimentaire, que ce soit des vomissements, des diarrhées, des pertes de poids, des plaques rouges, de l'eczéma ou toute anomalie d'ordre dermatologique, de l'asthme, voire d'un choc anaphylactique, il conviendra bien sûr de ne plus proposer l'aliment et de consulter un spécialiste. Et ce sont bien des recommandations officielles venant de la Société de pédiatrie française. On retrouve ici pour information les allergènes alimentaires les plus fréquemment problématiques. Et une question qui revient souvent aussi, c'est comment être sûr que mon bébé DME ne sera pas carencé. C'est quelque part un peu étrange parce qu'on va l'inviter à goûter et à manger énormément de choses, beaucoup plus que dans des petits pots classiques avec du lait infantile, alors qu'en final, c'est bien sûr une manière d'alimenter le bébé qui lui apportera le moins de carences. En conclusion, elle nous dit que la diversification alimentaire menée par l'enfant est une approche qui permet d'alimenter son bébé en toute bienveillance, avec des aliments de qualité les plus bruts possibles, en suivant son rythme et le développement de ses capacités. Cette méthode innovante, qui remet en question de nombreuses idées et habitudes en matière d'alimentation du bébé, finit l'avion avec la petite cuillère. Plus besoin de balance ni de séance de préparation, de purée ou de compote. Et à la clé, de nombreux bénéfices. La DME permet en effet de développer la mastication, la déglutition et la motricité fine de notre bébé et de l'éveiller aux textures précocement. En le faisant prendre part très tôt aux repas familiaux, elle l'aidera à grandir et à se sentir fier et épanoui pour de merveilleux échanges et partages autour du repas. La DME nous permettra certainement de nous reconnecter à nous-mêmes avec nos propres sensations alimentaires. On est un vrai modèle pour notre bébé et il nous imite. Mais on peut aussi s'inspirer de ce lien naturel et intuitif qu'il est en train d'établir avec l'alimentation. On va retrouver 47 références dans la partie notes et références. Quant à mes conclusions personnelles, eh bien ce livre est plein de bon sens dans ses conseils, avec aussi des appuis scientifiques. Mais qui de mieux placé que les parents pour savoir ce dont a besoin son enfant ? Et on retrouve aussi beaucoup de conseils donnés aux adultes. L'intérêt de mâcher, de manger dans le calme, de préparer sa nourriture à partir de produits bruts et bio ou à minima du jardin. On encourage le bébé à être acteur, il fait encore plus partie de la famille par sa participation au repas et ça c'est chouette.
et c'est potentiellement plus économique en fonction des choix de chacun. Et ma foi, si ça permet au reste de la famille d'améliorer son alimentation pour une meilleure santé au global, alors tout le monde y gagne. Voilà de quoi nous guider dans un monde où nous avons besoin de plus en plus de retrouver le bon sens paysan, le bon sens naturel, où l'on se posait moins de questions et là aussi on avait moins d'offres dans les boutiques et où on restait simple. Je vous invite à rejoindre cette chaîne pour une version étendue de ce livre ou pour la supporter. Voilà pour le résumé de ce livre.